J'y pensais quelques minutes avant de commencer la vidéo et je me suis dit que le mois d'avril 2019, c'était certainement le meilleur mois de l'année. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP qui vise le mois d'avril 2019 et là je vous avertis, asseyez-vous confortablement. Pourquoi ne pas approcher un petit plat de popcorn pour écouter cette vidéo parce qu'on est ensemble, je vous avertis, pour au moins une trentaine de minutes. J'ai tellement d'informations à vous donner. Ça vaut la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je veux vous parler des Jabs, un événement ludique auquel j'ai assisté, dont je vais vous reparler un peu plus tard, où j'ai eu la chance d'essayer plusieurs jeux. Et ce mois-ci, au mois d'avril, j'ai eu la chance d'essayer des jeux que je juge excellents, hallucinants, des jeux qui sont certainement dans mon top des meilleurs jeux à vie. Au Jab, j'ai eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles, passer du temps avec Vince, que je vois jamais assez souvent de toute façon, rencontrer et apprendre à connaître davantage PO et Gab, qui sont littéralement mes deux coups de cœur de l'événement. Alors, je vous reparle de tout ça un peu plus tard, mais dans ce Quoi de neuf, je vais d'abord faire un survol rapide des statistiques de la chaîne du mois d'avril. Par la suite, on s'attaque à mes expériences de jeu et on terminera la vidéo avec mes projets pour la suite. Alors, au mois d'avril, on a été assez occupés sur la chaîne. On avait beaucoup de projets à vous présenter. Entre autres, Sylvain a poursuivi ses chroniques, ses top 6 de ses meilleurs jeux de l'année, en commençant par 2007-2008, qu'il a présenté, je crois, le mois passé. Et là, il a continué avec 2009 et 2010. Si vous n'avez pas écouté ces tops, vous pourrez aller le faire. Vincent a également brisé la glace avec nos nouvelles vidéos Pourquoi je n'aime pas, qui sont des vidéos à 100% subjectives, personnelles, teintées par nos expériences de jeu dans lesquelles on vous présente des jeux qu'on n'a pas aimés pour les raisons qui sont évoquées dans les vidéos. Alors, ça a été également toute une expérience pour moi d'essayer ça. J'ai pas l'habitude de parler en mal d'un jeu vraiment, ou du moins de faire une vidéo dédiée à un jeu que je n'ai pas aimé, mais la réception est bonne. Vous semblez avoir bien apprécié ces chroniques, qu'on ne répétera pas très souvent. Le but, c'est pas d'en mettre nécessairement une à chaque semaine, mais de parsemer le tout lorsqu'on a un jeu qu'on juge que ça vaut la peine d'adresser de cette façon. Au mois d'avril, nos vidéos ont généré 50 200 visionnements, alors très bien. De ce côté, nous avons 299 nouveaux abonnés. Alors on est très content encore une fois de voir que encore plus de gens à tous les mois, à tous les jours, découvrent notre chaîne, décident de s'abonner pour avoir accès rapidement aux nouveaux contenus qui arrivent pratiquement à tous les jours sur la chaîne. C'était un de nos objectifs en 2019 d'avoir au moins 5 vidéos par semaine à vous proposer. Et c'est encore une fois un objectif qu'on a réussi à atteindre au mois d'avril avec nos 23 vidéos dans le mois. Alors on était un peu moins productifs que les mois précédents, mais c'est comme ça, on a quand même eu d'excellents projets à vous proposer. D'ailleurs, la vidéo la plus vue ce mois-ci était ma vidéo de Pourquoi je n'aime pas Seventh Continent, qui a généré beaucoup de commentaires disparates, un peu des bons commentaires, des commentaires constructifs, des commentaires très négatifs aussi. Mais bon, ça, on peut rien y faire hein, sur YouTube. Tout ça qui a généré presque 2000 visionnements en pratiquement en fait une semaine, là, parce que la vidéo a été publiée comme vers la fin du mois d'avril, la mi-avril, mais c'est tout de même la vidéo qui a rapporté le plus de visionnements. En fait, c'est les vidéos qui ont généré le plus de visionnements au cours du mois d'avril. Et pourquoi je n'aime pas, preuve que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors maintenant, je m'attaque aux jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. J'ai mon petit ordinateur pour consulter les différentes notes que je me suis pris. Alors, comme je vous l'ai dit, asseyez-vous confortablement et laissez-vous bercer par le son de ma voix.
Alors, concernant mes expériences de jeu, je vais diviser ça en deux parties. La première qui va viser les jeux auxquels j'ai joué chez moi ou avec des amis. Donc, pour la plupart, ce sont des jeux qui m'appartiennent, dont je vous ai peut-être déjà parlé par le passé. Mais dans la seconde partie de ce segment, je vais vous parler des expériences de jeu que j'ai eues en participant au JAB, les Jeux au bout, un événement ludique ici au Québec qui en était à sa 14e ou 15e édition, je crois, auquel j'ai pu participer pendant 3 jours et où j'ai eu la chance d'essayer des nouveautés, d'excellents jeux, des jeux un peu étranges et quelques déceptions à travers ça. Donc, on commence tout de suite avec les jeux auxquels j'ai joué au mois de mars et je vais commencer par une petite nuance. Je veux vous parler d'un jeu auquel j'ai joué au mois de mars qui n'est pas, comme on l'entendrait, un jeu de société. Bon, je le considère tout de même comme un jeu de société, mais ce n'est pas un jeu de table comme vous voyez derrière moi. C'est pourquoi j'en parlerai pas pendant très longtemps, mais j'ai vécu ma première expérience de D&D, de Donjons et Dragons. Alors, je n'avais jamais joué à ce jeu, cet univers. En fait, je n'avais jamais exploré cet univers. J'en ai tellement entendu parler pendant que j'étais au secondaire, avec plusieurs personnes autour de moi qui jouaient, qui s'adonnaient à des soirées complètes, qui s'échelonnaient sur des années au final. Je trouvais que c'était toute une dévotion de temps, d'énergie, mais je ne m'y étais jamais vraiment adonné et j'ai plusieurs de mes amis qui ont décidé d'organiser une soirée dans laquelle je me suis glissé pour essayer ça et vraiment ça s'est avéré être une belle surprise. Beaucoup d'improvisation, beaucoup d'inconnus pour moi dans cette soirée qui était censée se dérouler sur 2 heures et qui finalement s'est étirée sur 6 ou 7 heures. Richard, il va falloir avoir une meilleure gestion du temps la prochaine fois, notre Dungeon Master. Et donc, simplement pour vous dire que j'incarne Ketnaroth, qui est le fameux elfe noir typique, rogue, avec un background, un arrière-plan sombre et sanglant. Alors, rien de très original pour mon personnage. Franchement, il faut que je l'avoue, je vais avoir plusieurs choses à développer et à améliorer pendant nos prochaines sessions de Donjons et Dragons. J'ai bien hâte de continuer notre aventure. J'enchaîne avec, là, on parle de vrais jeux de société. Je mets des guillemets, le jeu de société, jeu de table. Alors, je vous en ai parlé sur la chaîne. Forum Trajanum, je vous ai fait en fait une critique, je vous ai pas fait de vidéo des règles, j'y ai joué, j'ai vraiment apprécié, je me suis dit il faut que j'en parle sur la chaîne rapidement. Alors j'y ai joué quelques fois, excellent jeu de Feld. Dans ma tête, Stefan Feld, son chef-d'œuvre va toujours rester dans mon cœur, les châteaux de Bourgogne, mais Forum Trajanum a comme... Je m'attends... Stefan Feld, je le sais que ça va être bon. Quand je joue à un Stefan Feld auquel j'ai jamais joué, je le sais que ça va être bon. J'ai des attentes et mes attentes sont toujours satisfaites. Mais ici, mes attentes ont été dépassées. Vraiment un excellent jeu. Ma critique est disponible sur la chaîne. Je pourrais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez la consulter. Donc, je passerai pas plus de temps à parler de cet excellent jeu auquel j'ai eu la chance de jouer au mois d'avril. Par la suite, je prends seulement quelques secondes pour vous préciser que j'ai fait également 1 ou 2 parties, je me souviens plus trop, de Welcome to, un petit jeu qui se traîne partout, auquel on peut pas se tanner de jouer à Welcome to. C'est vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, il y a quelques petites extensions qui ont été rendues disponibles dernièrement. Entre autres, je crois, un espèce d'univers post-apocalyptique. En tout cas, je m'avancerai pas trop là, parce que j'ai pas trop fouillé pour en savoir plus, mais vraiment un excellent jeu, un petit passe-partout qui se traîne bien et qui fait fureur partout où ça passe. Welcome to! On enchaîne avec un autre passe-partout, un autre jeu qui avait été une vraie surprise pour moi au mois de mars et auquel j'ai eu la chance de rejouer dernièrement. Il s'agit de Cosmic
Factory. Vincent qui nous avait, Sylvain et moi, vendu ce jeu-là, qui nous avait dit faut essayer ça en gang, ça va être intéressant, ça va être trippant, c'est super simple, mais c'est drôle. Et effectivement, tous les trois, on a bien aimé ce jeu. J'ai eu la chance de le présenter à trois autres personnes ce mois-ci et encore une fois d'excellents souvenirs avec ce petit jeu de draft. Hein. On va avoir des tuiles qui représentent différentes planètes dans une galaxie. Et on va les drafter. On va donc avoir 9 tuiles en main. On va en sélectionner 3. On va passer les 6 suivantes à notre voisin. Et on va faire ça un peu à la Seven Wonders jusqu'à temps qu'on récupère nos 9 tuiles. Et par la suite, dans un mécanisme de temps réel avec un petit sablier, on aura environ 1 minute pour créer notre galaxie en faisant une disposition une grille de 3 par 3 avec les tuiles qu'on aura récupérées. Évidemment, il y a plus que ça avec des cartes événements qui viennent changer des règles, des majorités aussi qu'il faut compter, mais excellent petit jeu, toujours très agréable. Par la suite, wow, là on s'en vient là, dans les jeux, les gros jeux, là, les jeux qui m'ont fait dire wow au mois d'avril. C'est pas pour rien que je qualifie le mois d'avril comme étant l'un de mes meilleurs mois cette année, en fait le meilleur mois cette année. Je vous parle de Underwater Cities. Underwater Cities, qui est un jeu de, comment on pourrait le décrire, de placement d'ouvriers particulier avec un aspect de comment je pourrais dire ça, de bâtissage d'une machine, si on veut, là, d'engine builder en anglais, une machine à production, une machine à point ou quoi que ce soit. On commence, bref, avec une cité sous-marine qui est totalement inefficace, qui n'est pas fonctionnelle, et on devra envoyer nos petits personnages, si on veut, ou j'allais dire nos esclaves, on va dire plutôt nos assistants dans différentes sections du plateau, différentes sections du monde pour apposer leur influence. Et donc, par la suite, il y a 3 sections dans le plateau qui ont chacune une couleur vert, jaune et rouge, et on devra réaliser l'action du lieu qu'on aura choisi. Dans chaque couleur, je crois qu'il y a 4 actions différentes pour un total de 12. Et donc, on fera l'action du lieu qu'on a choisi. On devra défausser une carte. Mais si la carte qu'on défausse est de la même couleur que l'emplacement où on a décidé d'aller jouer, alors si je décide d'aller jouer dans un emplacement rouge, de toute façon, c'est certain que je vais réaliser l'action de ce lieu précis. Mais si je défausse une carte rouge, en plus, je vais pouvoir effectuer, dans l'ordre de mon choix, l'action du lieu et l'action de la carte. Et là, ça va nous permettre de récupérer de l'argent, de récupérer des pouvoirs, des points en fin de partie, créer des bâtiments, fonder des villes, créer des tunnels, améliorer nos bâtiments, améliorer nos villes, améliorer nos tunnels, avoir accès à des métropolis. Alors, il y a toutes sortes de choses à faire dans cette excellent jeu. Pour ceux qui ont aimé Terraforming Mars, on n'est pas vraiment dans le même style de jeu, même si ce sont 2 titres qui sont souvent mis côte à côte. Vraiment 2 feelings différents tout de même, mais entre les deux, ce serait difficile pour moi de choisir, mais il y a beaucoup de petites choses qui me font apprécier Underwater Cities. D'ailleurs, il devrait y avoir une critique ou une vidéo comparative qui devrait être rendue disponible d'ici quelques semaines encore, que Vince vous prépare entre Terraforming Mars et Underwater Cities pour voir est-ce que ce sont vraiment 2 titres qui sont comparables, quelles sont les ressemblances, les différences et quel est son avis sur ces 2 titres. Alors, ce sera à surveiller probablement au mois de mai ou juin. Par la suite, on continue avec... on est dans une lignée d'excellents titres, alors on ne peut pas interrompre ça. On continue avec London, 2e édition, un autre titre que je vous ai présenté récemment sur la chaîne. Je vous ai parlé des règles, je vous ai pas fait ma critique, je voulais voir si ça vous intéressait d'en attendre davantage sur London. Mais une chose que je précisais dans la vidéo des règles, c'est que le jeu en soi est excessivement simple. On a un éventail de
on peut même pas appeler ça un éventail. On a un choix de 4 actions à notre tour. Soit on construit une ville en jouant des cartes, soit on active notre ville en activant les cartes de notre choix, soit on achète une carte, ou soit une carte arrondissement, donc qui va nous donner des petits pouvoirs et des petits bonus immédiatement, ou on pioche des cartes. C'est les 4 actions qu'on peut faire. Le jeu est hyper simple, mais tellement complexe dans son application, tellement de choix, d'opportunités devant nous. On gère une ville qui va créer de la pauvreté. La pauvreté, c'est très, très, très négatif. Ça va nous faire perdre un paquet de points en fin de partie, mais il faut gérer cette pauvreté-là en même temps que gérer la rentrée d'argent, la production de points, les différents avantages, ce que les autres sont en train de faire. Alors, plusieurs choses à garder en tête dans ce jeu qui se veut tellement simple dans ses règles, mais tellement complexe et profond dans son application. Ça a vraiment été une belle découverte pour moi. London, 2e édition. Encore une fois, je pourrais mettre la vidéo que j'ai fait sur les règles du jeu dans la description, juste en dessous. Par la suite, tout récemment, j'ai eu la chance de jouer, je n'ai pas la boîte avec moi, à un jeu que je surveillais depuis longtemps. C'est un jeu qui est pratiquement introuvable aujourd'hui. On ne peut pas trouver ce jeu-là en boutique. C'était un Kickstarter. La production a été, j'allais dire minime. Oui, minime, au compte-gouttes un peu si on veut. Et ça m'apparaissait tellement intéressant. Et j'ai un de mes amis qui a réussi à mettre la main sur une copie du Kickstarter et c'est excellent. Je vous parle de Ave Roma. C'est un jeu dans l'univers, ou plutôt pas vraiment dans l'univers, mais dans l'époque de Rome, tout simplement, l'émergence de Rome. Et on devra gérer un peu comme notre cité, notre partie de la grande ville, tout simplement. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais également de collection de cartes. Alors, on va pouvoir acquérir des cartes qui ont des petits symboles. On va pouvoir essayer de faire matcher les symboles, soit pour obtenir des bénéfices immédiatement ou des bénéfices plus tard, des bénéfices ou des points en fin de partie. Plusieurs choses à garder en tête. Il y a des cartes qui sont militaires, qui vont nous permettre d'augmenter notre influence. Il y a des cartes qui sont des bâtiments, qui vont souvent nous donner des points immédiatement, et il y a aussi des cartes sénateurs qui sont des personnages influents qui vont nous donner des objectifs de fin de partie, et si on réussit à les rendre actifs, vont nous donner un pouvoir passif pour le reste de la partie également. Alors ça, c'est pour les cartes qu'il est possible de récupérer dans certaines actions, mais il y a également des cartes de région qu'il est possible de récupérer, qui produisent des ressources, et donc il y a toutes sortes de lieux. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur les règles, juste vous donner une idée globale. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'à notre tour, en fait, ça c'est très banal. À notre tour, on va prendre un de nos ouvriers et on va le placer sur le plateau. Ces ouvriers sont numérotés d'une valeur de 1 allant jusqu'à 5. Et évidemment, il y a certains lieux où est-ce que quand on va placer un ouvrier de valeur 5, ça va nous donner beaucoup plus de bénéfices que si j'avais placé un ouvrier de valeur 1. Par exemple, le lieu qui va me donner de l'argent, la valeur de l'ouvrier que j'y place, multiplié par 2, c'est l'argent que je reçois. Donc, ce serait vraiment stupide d'y placer un ouvrier de niveau 1. Par contre, il y a certains lieux où c'est le contraire. On va vouloir placer des ouvriers d'une valeur faible ou un ouvrier d'une valeur précise pour récupérer une carte précise, pour récupérer des ressources bien précises encore une fois. Et tous les ouvriers sont de la même couleur. Alors même moi, si moi je suis le joueur bleu par exemple, mes ouvriers vont être blancs et les ouvriers de tous les autres aussi. Parce qu'au terme de notre tour de jeu, eh bien, à tour de rôle, en sens inverse de l'ordre de tour, on va sélectionner des lieux sur le plateau et on va récupérer tous les ouvriers qui s'y trouvent, peu importe leur valeur. Alors même si on commence avec des ouvriers de 1 à 5, c'est possible qu'au deuxième tour de jeu, je me retrouve avec 2 ouvriers de valeur 3, 2 ouvriers de valeur 5, puis un ouvrier de valeur 4, et que ça soit mes ouvriers pour le tour. Alors vraiment, plusieurs choses à prendre en considération, beaucoup de profondeur, vraiment une belle surprise pour moi ce mois-ci.
Et là, on vient juste de parler des jeux auxquels j'ai joué chez moi. Parce que là, on s'attaque aux jeux auxquels j'ai joué au Jab. Alors, je vous le rappelle, c'est une espèce de convention, pas vraiment une convention, mais un événement ludique où est-ce qu'il y a plein de personnalités connues, entre guillemets, du monde ludique qui se déplacent, que ce soit d'autres YouTubers, que ce soit des blogueurs, que ce soit tout simplement des concepteurs de jeux, des éditeurs, des distributeurs. Alors, cette année, entre autres, l'invité spécial était Cédric Lefebvre, qu'on connaît pour la boîte d'édition Ludonaut et aussi pour Space Gate Odyssey qui est disponible maintenant en boutique. Alors il était là pendant la deuxième fin de semaine. Malheureusement, moi j'y étais la première, alors je n'ai pas pu le rencontrer. Mais j'ai eu la chance de jouer à plusieurs jeux, quelques déceptions, quelques excellents titres et quelques titres un peu étranges. Alors je commence avec Roule à pic. Roule à pic, c'est le premier jeu que j'ai essayé au Jab. OK, je vous explique le concept, vous allez rire. Alors, on a différentes tuiles qui forment une espèce de parcours dans la forêt et les joueurs représentent, je crois, des petits hérissons qui vont progresser dans cette forêt avec différents obstacles, des feuilles, des champignons, je crois qu'il y a aussi deux autres types de trucs que j'oublie, peut-être une noisette, quelque chose comme ça. Et pour progresser, ce qu'il faut faire, c'est récupérer les différents éléments qui nous bloquent le chemin. Alors, si on réussit à récupérer, par exemple, 2 feuilles et une noisette, eh bien, il serait possible de passer par-dessus 2 feuilles et une noisette parmi les différents chemins qui s'offrent à moi dans la forêt. Mais ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est étrange, c'est la façon de récupérer ces fameux éléments. Alors, toutes les tuiles, ou plutôt les feuilles qui représentent ces éléments qu'on peut retrouver dans la forêt, sont justement des feuilles dont l'endos est en velcro. On appose donc ces éléments face cachée sur la table devant nous, assez reprochée, pour que le velcro soit sur le dessus. Et par la suite, on a une espèce de petite boule colorée, orangée, je crois, que nous allons faire rouler sur la table pour récupérer, vous comprenez le principe, là, la balle est comme en espèce de tissu, si on veut, et quand on la fait rouler, eh bien, il y a des éléments en velcro qui restent accrochés à cette balle, la balle qui représente l'hérisson qui roule, et par la suite, on récupère la balle, tous les éléments qui sont restés accrochés, on les place devant nous, et ce sont les éléments qu'on peut récupérer pour progresser dans la forêt. Si malheureusement, on en a récupéré 5 ou plus, eh bien, notre hérisson a les mains complètement pleines, il les échappe et ne peut rien faire à son tour. Alors vraiment un jeu étrange un peu dans son concept, mais tout de même assez brillant. Là. Moi, des velcro et de faire rouler une balle de cette façon-là, j'ai jamais vu ça dans un jeu de société. Clairement, un jeu comme Vincent le disait, qu'un potentiel avec les familles, les enfants ou juste les jeux de party, c'est niaiseux comme concept, mais ça peut être très très drôle aussi. Par la suite, on a continué notre week-end de jeu avec Escape Tales, qui est un jeu dans la même veine, la même avenue que les Exit, que les Time Stories, si on veut, que les Unlock aussi. Donc, mais peut-être un peu moins Time Stories, vraiment plus dans les Unlock et Exit. Bref, Escape the Room qui va durer entre, je dirais, 3 à 4 ou 5 heures. Entre 3 et 5 heures, c'est raisonnable. Et l'histoire derrière le jeu est assez intéressante, assez prenante. On plonge comme dans le subconscient et dans le passé, une espèce d'univers quasi parallèle, oui c'est ça, d'un homme qui a perdu sa femme, sa fille aussi, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors ça, c'est bien intéressant. Et là, je sais déjà, d'ores et déjà, que dans le Quoi de neuf de Vince va essayer de vous convaincre que le jeu était pas si mauvais que ça. Je vous avertis, c'est sûr qu'il essaie de vous convaincre de ça. Et moi, je vais vous dire plutôt l'inverse. Moi, j'ai détesté l'expérience. J'étais très j'avais des bonnes attentes, j'avais un niveau comme d'investissement qui était là dès le départ, j'avais hâte de progresser, voir les différentes énigmes qu'on allait rencontrer, parce que quand on s'assoit dans un jeu de 3 à 5 heures qui est rempli de petites énigmes à la Unlock, ben, il faut être allumé.
Mais, oh là là, on parle plus d'énigmes à ce niveau-là. On parle de n'importe quoi. On parle vraiment de trucs exagérés à fond. Bon, peut-être que le contexte dans lequel on était, la salle où on était avec le bruit ambiant, tout ça, ça l'a peut-être nuit à notre concentration. Le fait aussi que Vince disait que peut-être que le jeu est fait pour être segmenté en différents segments de 1 heure plutôt que d'être joué d'une traite en 3 à 5 heures. Ça peut se faire de sauvegarder notre partie, mettre ça de côté, continuer plus tard, mais vraiment l'expérience d'un coup, ça m'a levé le cœur. C'est rare que je veux dire ça d'un jeu, je n'ai aucune envie de jouer à d'autres opus de cette série s'il en sort d'autres prochainement. Pour moi, ça va être comme un non catégorique. Vraiment. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que à travers cette évolution-là, il était possible de rencontrer différents éléments de jeu, événements et différentes fins, surtout au terme de notre mission, de notre aventure. Donc, il y a différentes fins qui sont possibles de rencontrer selon les décisions qu'on a décidé de faire, selon les événements qui se sont produits, selon les énigmes qu'on a résolues ou non, les objets qu'on a gardés en fin de partie. Mais au final, vraiment une grosse déception. Ça a été un gros burk pour moi pour la fin de semaine. Ensuite, j'ai eu la chance de jouer à Magna Storm, qui est une nouveauté sortie tout dernièrement. Je sais même pas si le jeu était sur Kickstarter ou non. Un jeu vraiment intéressant avec des mécanismes auxquels on n'est pas habitué du tout. Vraiment difficile à prendre en main au début parce que justement tous ces petits mécanismes-là, ces petites manipulations-là sont pas instinctives, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Je pense que ça nous a pris la moitié de la partie, en tout cas je parle pour moi, là, je pense que ça m'a pris la moitié de la partie avant de vraiment comprendre tout ce que je pouvais faire. Pas parce qu'il y a des possibilités interminables, mais vraiment parce que on n'est pas habitué à ce genre de mécanisme-là. Alors on est comme sur une espèce de planète où il y a une tempête magnétique et on veut se retrouver dans la tempête avec nos petits espèces de laboratoires sous forme de tortues qui vont tirer l'énergie de la tempête magnétique pour générer de l'énergie et on va gagner, on va profiter de ça. Alors la tempête se déplace dans différents secteurs de la planète. Ce sera donc à nous de nous déplacer pour marquer des points, générer de l'énergie et tout ça. Il y a des objectifs aussi qu'on peut marquer selon l'emplacement de nos laboratoires tortues, selon les différents personnages qu'on va avoir récupérés et tout ça. Donc il y a un petit peu de contrôle de territoire aussi selon les objectifs, selon les périodes de décompte de points aussi. Il y a de la gestion de ressources à travers ça, mais l'aspect qui est complexe ou nouveau plutôt, c'est l'espèce de plateau où est-ce qu'il y a plusieurs emplacements et qu'à notre tour, on peut prendre des ouvriers, les déplacer sur ce plateau-là, réaliser une action selon si on décide de produire ou de récupérer, mais aussi l'action qui est imprimée sur le plateau, mais ça dépend de quel segment on décide de réaliser, si on veut produire ou si on veut récupérer. Il y a des trucs qu'on peut déplacer, il y a des ouvriers qui sont communs à tout le monde, il y en a qui sont personnels. Il y a plein de... Et là, je sais, ça fait aucun sens ce que je suis en train de dire, mais c'est ça, parce que c'est vraiment... Je suis en train de vous dire ça, et là, probablement qu'il y en a plusieurs qui ont dit, bon, je vais passer au prochain titre parce que je comprends rien. C'est exactement le sentiment que j'avais en train de jouer. Je me disais, je dois être stupide, je comprends rien, je comprends pas. J'ai jamais joué à quelque chose comme ça. Et je crois que c'est ce qui est intéressant avec Magna Storm, justement, c'est que c'est quelque chose qui est nouveau. Mais je crois que le jeu va s'essouffler très vite après quelques parties, malheureusement. On continue avec un autre jeu un peu particulier, Snort It. Un jeu où est-ce qu'on se met des lunettes avec un gros faux nez et de la morve qui pend de ce nez, avec un espèce de bol devant nous qui tourne, rempli de crottes de nez, et on devra à notre tour piocher une carte objectif qui va nous dire quelle couleur de crotte de nez on essaie de récupérer, et après ça, sans utiliser nos mains, seulement notre morve, on va essayer de pêcher les crottes de nez dans le sac, dans le plat, et les retirer. Prochain titre. On a joué également à Spiky Dastards. Qui est carrément Jungle Speed
pas réinventé, carrément Jungle Speed, mais où est-ce qu'au lieu d'attraper une espèce de petit totem en bois sécuritaire, on va essayer de récupérer des petites figurines qui ont la forme un peu de hérisson ou de porc-épic, avec des aiguillons qui sont durs, qui sont solides et qui font mal, qui sont pointus. Et que lorsqu'on va empoigner, vous connaissez un peu le principe de Jungle Speed, on est tout le monde à essayer de récupérer les figurines ou le totem normalement en même temps. Et là, c'est possible que c'est possible qu'on se blesse un peu. Heureusement, il n'y a rien qui est arrivé, mais on voit tout de même le genre de jeu, le genre d'événement qui pourrait se produire en jouant à ça. Un jeu intéressant dans lequel on est stressé un peu, on veut pas se blesser, mais on veut être lui qui performe le plus. Probablement, en fait, certainement pas un achat, mais très content d'y avoir joué. J'ai aussi eu la chance de jouer à Mars Open, qui est un jeu de golf. Je crois, comment je pourrais décrire ça? Jeu de golf tridimensionnel. On va jouer vraiment avec tout l'environnement qui nous entoure et avec 100% des éléments de la boîte. Donc la boîte devient un élément de jeu, le couvercle, l'insert qui est à l'intérieur. Tout va être utilisé pour jouer une partie de golf, devient un obstacle, devient un arbre, devient un personnage. On va utiliser la table, on va utiliser les chaises qui sont autour de nous. Tout, vraiment, on est dans un jeu hors de la boîte, un think outside the box. On est vraiment dans ce concept-là avec Mars Open. Bien intéressant, on a joué, Pierre-Olivier et moi, un tournoi de 9 trous à la difficulté la plus élevée, professionnelle, parce qu'on est franchement des professionnels de golf, on se le cachera pas, et même si on a été vraiment très mauvais, jouer à ça à 2h du matin, c'était assez mémorable. J'ai eu la chance aussi de jouer à Draftosaurus, un petit jeu de draft avec des dinosaures, un draft à son plus simple, plus épuré vraiment. Sylvain a fait une vidéo pour vous présenter le jeu, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ça, parce que maintenant, il me reste 2 titres à vous parler, et ce sont 2 gros jeux, 2 excellents jeux, et y rejouer pendant ce week-end, ça m'a simplement fait confirmer que si jamais un jour je fais un top 10 de mes meilleurs jeux à vie, c'est certain en fait que ces 2 titres-là s'y retrouvent. Le premier étant Trickerion, en fait, que je vous ai présenté sous forme de critique express il y a quelques temps. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps de parler de ce titre. Un jeu dans lequel on incarne des illusionnistes, des magiciens qui doivent inventer des nouveaux tours, récupérer des matériaux pour les performer, qui doivent avoir des assistants sous leurs ordres. On est dans un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources aussi, un jeu très asymétrique. On devra par la suite prévoir un moment où est-ce qu'on va présenter notre tour au théâtre, on doit préparer le tour à l'avance et on doit le présenter. Alors, beaucoup de choses à penser. C'est un jeu qui est excessivement complexe, qui est pas complexe, mais qui est riche, qui nous offre plein de portes ouvertes d'opportunités. C'est au joueur de choisir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui est le plus bénéfique, oui, pour lui. Alors, vraiment, un de mes jeux favoris, Trickerion. Et j'ai gardé la plus grosse boîte pour la fin. Ça, c'était un jeu que lorsque j'ai su que je m'inscrivais au Jab, je me suis dit, ça, c'est sûr que je joue à ça pendant ma fin de semaine. Faut juste que je me trouve des joueurs. Il s'agit de Feu d'homme, que je vous ai présenté rapidement, non, pas si rapidement, mais brièvement sur la chaîne dans une présentation déballage où est-ce que je couvrais, j'effleurais à peine les opportunités qui s'offrent à nous, un petit peu des règles, de ce que je connaissais du jeu avant d'y jouer, et j'ai fait ma première partie à 4 joueurs et c'est renversant, c'est hallucinant, c'est merveilleux, c'est ce jeu-là, je pourrais dire qu'il doit être dans mon top 5, là, dans mon top 5,
peut-être même dire top 3. Oui, ok, je m'avance pas mal. Faudrait que j'arrête de parler de top, là, ça va me faire vomir. Donc, Feu d'Homme, un jeu bac à sable, un jeu où est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut se promener, on peut décider de mettre en place, d'implanter des villes, on peut décider d'être des fermiers, puis d'avoir plein de fermes un peu partout, avoir des avant-postes, on peut décider d'avoir du rôle que nos personnages vont avoir. Est-ce qu'on va vouloir avoir des prêtres, des nobles, des guerriers, des marchands? Est-ce qu'on va vouloir avoir de l'influence dans les guildes? Est-ce qu'on va vouloir profiter des autres? Est-ce qu'on va vouloir voyager beaucoup? Est-ce qu'on va vouloir peut-être avoir... c'est quoi déjà le mot en français? Starving, c'est faire la famine dans les royaumes des autres. Est-ce qu'on va vouloir être des dirigeants, des servants, des serfs? Alors, peut-être même... avoir un monstre qui est sous nos ordres aussi. Un jeu excessivement complexe. Tantôt, on parlait de Trickerion comme étant un jeu complexe, mais ici, on est à un tout autre niveau. Les explications de ce jeu ont pris, je crois, environ 1h15 et notre partie environ 3h30. Tellement une belle aventure, tellement un jeu riche. Vraiment plus intéressant à 4 joueurs qu'à 2. Malheureusement, à 2, on perd l'aspect de l'interaction. C'est un plateau qui est immense. J'aime beaucoup l'aspect visuel aussi, l'esthétique de ce jeu. Et à 2 joueurs, dans ce plateau immense, on se perd. Il est possible de jouer une partie quasi complète sans avoir d'altercation ou de se croiser. Vraiment meilleur à 4 joueurs. Feu d'Homme, c'est vraiment wow! Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, ok, c'est bon. Je pensais que vous vous étiez peut-être endormi parce que ça fait quand même assez longtemps que je débaltère. Donc, il ne me reste plus qu'à vous parler des projets à venir pour le mois de mai. Il faut d'abord que je vous dise que le mois de mai et le mois de juin, c'est les 2 mois les plus occupés de l'année pour moi. Alors, j'ai même pas eu la chance encore de réfléchir à ce que je voulais vous proposer comme contenu. C'est pourquoi je vous laisse ça un peu entre les mains. Je vous invite à me laisser dans les commentaires sous la vidéo vos idées de sujets ou de thèmes que vous voudriez qu'on aborde tout simplement, des sujets qui vous intéressent. J'ai déjà fait ça il y a 2 mois environ. J'ai déjà une petite banque d'idées, mais je voudrais la bonifier avec de nouvelles idées. Alors vous pouvez soit réitérer les idées que vous aviez fait par le passé ou bonifier avec de nouvelles idées qui vous seraient venues en tête. L'été dernier, j'avais fait la même chose. Je vous avais laissé ça entre les mains. C'est ce qui avait donné naissance à la vidéo du top 5 des meilleurs trucs pour parler du jeu de société autour de nous. Une vidéo que j'ai vraiment aimé produire et qui a bien été appréciée aussi en général. Il ne me reste plus qu'à vous donner une dernière information avant de vous libérer et que vous puissiez quitter votre sofa pour retourner vaquer à vos occupations quotidiennes. C'est qu'il y a quelques semaines, nous avons créé un subreddit qui est une plateforme très facile d'utilisation où est-ce qu'on peut se créer un compte en quelques secondes et par la suite on peut y déposer des vidéos, des images, du contenu commenté, n'importe quoi. Très simple d'utilisation. Et notre but avec ce subreddit, c'était de créer une espèce de plateforme où les gens pourraient déposer des memes en lien avec le jeu de société. C'est quoi un meme? Si on voulait résumer ça de façon très simple, c'est une image drôle. Une image drôle dans un contexte qui est culturellement comprise, dans un contexte donné, qui se base parfois sur l'actualité ou sur des différents événements. Et là, nous, on vise vraiment des images francophones et en lien avec le jeu de société. On voudrait avoir une espèce de banque d'images drôles qui est en fait bâtie par vous. On a nous-mêmes déposé quelques images de notre création ou qu'on avait récupérées ici et là avec la permission de quelques personnes qui les avaient créées, mais on vous demande également de participer à l'élaboration de cette banque d'images drôles. Si vous êtes imaginatif, si vous êtes créatif, si vous avez des idées, si vous en avez déjà créé des images, vous pouvez aller les déposer dans le subreddit. Le lien va être dans la description sous la vidéo. Et il y aura certainement quelque chose à faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois, une fois que le site sera bien rempli. Je crois qu'il y en a déjà peut-être une vingtaine ou presque une trentaine. Vous pourrez de toute façon aller consulter le site, voir les images et ajouter les vôtres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant,
Je vous remercie pour votre écoute. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tous ces jeux, de toutes ces informations. Je sais que vous êtes tannés de m'entendre parler et le pire, c'est que dans les prochains jours, vous allez également devoir écouter Sylvain et Vince, mais je suis convaincu qu'ils sont beaucoup plus intéressants que moi. Alors, je vous invite à écouter leur Quoi de neuf aussi pour en apprendre davantage sur les expériences qu'ils ont eues au cours du mois d'avril. Donc moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.